Nous sommes à Paris-Bercy, au ministère de Finances et de l'Économie de la République française. C'est une visite guidée pour les journalistes de la presse étrangère. Et là, on va visiter cette institution française. Ne restez pas au bout, s'il vous plaît, c'est du temps par ici, ça va nous revenir. C'est pas mal. Heureusement qu'à Paris, Alors ici, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et au ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'État. Je suis donc Annie Boudard et je suis une des deux guides conférencières attachées à ce ministère. C'est-à-dire que nous travaillons pour les ministres, les directions, les associations, les journalistes, enfin bref, tout ce qui constitue notre tissu social. Vous êtes devant la maquette du ministère dans le quartier Bercy. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y avait avant la construction de Bercy? Une petite idée? je me rappelle, j'ai fait un sujet une fois et on avait découvert une petite épave d'un bateau préhistorique. Qui est au musée Carnaval. Voilà. Oui. Donc c'était ça. Alors avant, c'était les anciens entrepôts de vin de la ville de Paris. Voilà, c'est ce que Tout a été déménagé pour aller à Rungis, mais c'était les anciens entrepôts de vin. Et là où se trouve particulièrement le ministère, c'était des anciennes usines désaffectées. Et en fait, c'était un lieu très coupe-gorge, dirons-nous, ici en France. Vous n'avez pas bon, si vous preniez le soir, vous étiez à peu près certain de repartir son portefeuille. Là où il y a des cinémas et des restaurants, là, c'était pas... Voilà, c'était les anciens chais, là. Ah, parce que c'est pas la même chose, d'accord. Non, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, quand vous êtes... Alors, quand vous êtes... Bercy, ça reste... Oui, tout à fait. Quand vous êtes dans le parc de Bercy, qui est derrière le POPB, là, le Palais Municipal Paris-Bercy, vous voyez au sol, vous avez encore des rails de chemin de fer, les wagonnets traînaient les tonneaux, etc. Les anciens chais, c'est là où le vin était entreposé et se bonifiait avec le temps. Donc tout ça, ça a été réhabilité et ça donne le quartier Saint-Émilion avec effectivement des petits restaurants et des petits magasins qui sont sympathiques. Alors, je vais vous faire un petit historique de notre venue ici à Bercy. C'est le 24 septembre 1981 que M. François Mitterrand a pris la décision de rendre l'aile Richelieu du musée du Louvre à l'histoire de la France. Effectivement, le ministère était implanté depuis plus de 110 ans dans l'aile Richelieu du ministère. Et cette décision a été prise pour trois raisons. La première, c'était de rééquilibrer l'Est parisien par rapport à l'Ouest, et notamment le quartier de la Défense. La deuxième raison, c'était essayer, j'ai bien essayé, de rassembler les agents du ministère qui étaient dispersés sur 40 sites différents dans Paris. Et la troisième raison, c'était de donner des moyens de technologie moderne, puisque l'informatique avait fait son apparition. Et vous imaginez bien que dans l'aile Richelieu, c'était un petit peu difficile de faire passer les gaines informatiques. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, un concours national d'architectes a eu lieu. 137 projets ont été remis, 4 ont été sélectionnés et un choisi. C'est l'œuvre de messieurs Paul Chemetov et Borovi Dobro. Et sur 5 hectares, vous avez donc 5 bâtiments qui ont été construits. Alors, avec un projet connexe de 2 autres architectes, parce que théoriquement, à la base, il devait y avoir la caisse de dépôt et consignation qui venait s'installer à Bercy. Ça ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons. Mais les 2 bâtiments que je vais vous citer là, c'est le projet connexe. Alors vous voyez mon point vert sur le bâtiment Turgot et là sur le bâtiment Sully. Ce sont les 2 bâtiments du projet connexe Areche et Karajaski. Le reste, c'est chez Beethoven et Udobro. Là, vous avez le bâtiment Necker qui va jusqu'à Sauvin-Rondy ici. Le bâtiment Colbert dans lequel nous nous trouvons qui va jusqu'à la Rive-sur-Seine. Nous sommes ici au rez-de-chaussée, pour vous situer. Le bâtiment Vauban avec ses terrasses paysannes qui se trouvent derrière. Et 2 bâtiments annexes. Celui que vous voyez derrière le pin, qui est le casque, c'est le centre médical, sportif et culturel des agents du ministère. Un peu plus de 5000 agents travaillent ici. Et celui qui, à mon avis, vous connaissez le mieux, c'est le centre de conférence Pierre Mendès France, où vous avez dû certainement aller beaucoup en conférence et en réunion. Ici, vous voyez que ce bâtiment, il est très long. Il fait 360 mètres de long. Il est constitué de 2 grandes arches de 70 mètres de long chacune. Celle-ci qui enjambe la rue de Bercy par laquelle vous êtes passé, et celle-ci qui enjambe le quai de la Râpée. Et ces 2 arches qui offrent 2 portes monumentales quand on vient de l'Est parisien pour entrer dans Paris, font chacune 8000 tonnes. C'est énorme. C'est le poids de la Tour Eiffel. Donc c'est construit très solidement. Ici, une piste d'hélicoptère qui avait été demandée par la sécurité du ministère.
Le maître d'ouvrage, c'était le ministère via l'inspection générale des finances et la direction du personnel. Et le maître d'œuvre, c'est la société Dumez qui a fait travailler plus de 250 entreprises françaises. Donc il y avait une demande de la sécurité pour pouvoir amener des présidents étrangers en toute sécurité à Bercy, donc cette piste d'hélicoptère. Les travaux ont commencé en 1984 pour s'arrêter en 1989. En 89, on peut dire que l'opération Bercy est terminée, puisque l'inspection générale des finances, ce qui se trouve ici, est arrivée. Les hauts directeurs de ce ministère sont arrivés, et également dans l'hôtel des ministres, je vous en reparlerai tout à l'heure, vous avez les deux cabinets ministériels qui sont arrivés à l'époque. Il y avait deux ministres. M. Bérégovoy en tant que ministre de l'économie, des finances et du budget, et M. Charras qui était délégué au budget. Donc les ministres sont arrivés donc en 89, l'opération Bercy était terminée en 89. Donc pour amener des personnages importants, mais depuis 1984, la conception de Bercy à nos jours, la passerelle, la piste d'hélicoptère est tout en état, elle est vraiment entretenue, etc. La seule chose qui est changée, c'est la norme des hélicoptères. Ils sont beaucoup plus gros qu'ils n'étaient il y a presque une trentaine d'années. Donc les hélicoptères ne s'y posent plus. Il faudrait une affaire vraiment d'État pour pouvoir avoir un hélicoptère. Par contre, ici, vous avez deux navettes. Une de la douane, puisque la douane c'est une des directions du ministère. Donc sous l'embarcadère, ici vous avez deux vedettes de douaniers, l'une qui s'appelle Concorde et l'autre Bercy. Et vous avez bien compris qu'elles font la liaison entre le pont de la Concorde et ici ministère, parce que déjà le mardi après-midi et le mercredi après-midi, nos ministres répondent aux questions des parlementaires, hein, ça, vous savez bien, et souvent les directeurs de cabinet, ou quand il y a une manifestation bien précise, les ministres, c'est souvent très engorgé, un week-end à râper en circulation. Donc les ministres, 7 minutes. 7 minutes, ils sont au pont de la Concorde. Donc ici, vous avez un pont qui est fixe et qui donne accès à une porte d'honneur qu'on ira voir tout à l'heure. Toutes les œuvres d'art qui sont à la Bercy, sauf dans l'hôtel des ministres, font partie du 1% artistique. Vous connaissez tous le 1% artistique. C'est une loi qui a été votée. Vous savez, tout le temps, l'État a aidé le mécénat. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour aider les artistes à se faire connaître et à l'État de se constituer aussi un joli patrimoine, il y a une loi qui a été votée et qui obligeait l'État, dans ses constructions administratives, à conserver 1% du montant total hors taxe des travaux à l'achat ou à la réalisation d'œuvres d'art. Bercy ayant coûté 4 milliards de francs, un peu plus de 600 millions d'euros, il y a 1% qui a été consacré. Je vais vous expliquer les œuvres d'art qui constituent donc le patrimoine de Bercy. Et donc cette porte d'honneur qui ne s'ouvre que lorsque les ministres reçoivent des hôtes importants, les ministres ou présidents étrangers, ou lors des journées du patrimoine qui vont avoir lieu donc ce week-end, les portes sont ouvertes. Et les visiteurs repassent par là. Nos ministres ne passent jamais par là. Ils passent par les œuvres d'art ou... Pardon? Pour voir les œuvres d'art ou non, pas forcément? Non, ils sont reçus officiellement par nos ministres. C'est pas pour voir les œuvres d'art, c'est pour des questions économiques ou budgétaires. Alors, ils passent par la porte là et effectivement, ils peuvent voir les deux panneaux de la porte qui sont plaqués sur le mur. On ira la voir tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste la pointer ici. Voilà. Là. Alors sur le boulevard de Bercy, vous avez une grande arche métallique sur le trottoir qui vous empêche de rentrer. Mais quand un hôte important est attendu, les portes sont ouvertes, la porte d'honneur est ouverte, et vous verrez c'est la plus lourde porte d'Europe qui fonctionne. Mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Bercy, c'est une ville dans la ville. Je vous ai dit que nous étions un peu plus de 5000 agents à travailler ici. Donc c'est une petite ville, hein, à peu près comme Honfleur dans le cas de Vados. Et donc nous avons des infrastructures qui nous sont propres. Sous nos pieds, sous le bâtiment Colbert, ici vous avez 3 restaurants. Un 4e qui se trouve ici à Necker, un 5e à Sully. 3 cafétérias, une à Sully, une à Necker, une à Vauban. Nous avons une crèche ici avec 120 berceaux en partenariat avec la ville de Paris parce qu'une partie des bâtiments que je vous ai cités ici, c'était le maire de Paris, M. Chirac, qui a cédé les terrains. Et tout ce qui longe les voies de chemin de fer, c'est la SNCF qui a cédé les terrains. Donc il y a eu une convention qui a été passée avec le 12e arrondissement pour pouvoir prendre des enfants en crèche. Donc la crèche accueille aussi bien des enfants du quartier que des enfants du ministère. Bercy a été construit très profondément. Je vous ai dit que sous le bâtiment Colbert, ici sous nos pieds, vous avez les 3 restaurants. Mais vous avez une rue qui a été construite sous les restaurants. Une rue comme à l'identique à l'extérieur, qui amène bien déjà les matières premières pour confectionner les 5000 repas quotidiens, hein, les agents déjeunent sur place. Donc vous ne voyez rien à l'extérieur, sauf dans la cour des ministres où vous avez les voitures officielles, sinon tout est beau à l'œil. Donc sous l'entrée de la rue technique se passe ici. Elle fait tout le sous-sol du bâtiment Colbert et tout le sous-sol du bâtiment Necker.
Donc ça pourrait nous permettre également d'évacuer si jamais il y avait quelque chose d'important, on peut évacuer par les sous-sols. Et vous avez des énormes cuves d'eau glacée qui nous permettent d'avoir notre climatisation l'été et qui basculent en chauffage l'hiver. On ouvre les fenêtres, tout coupe ou le chauffage ou la climatisation. Ce ministère a été vraiment très bien conçu. Et puis Bercy, c'est donc un lieu de culture, et je vous en ai parlé tout à l'heure avec la loi du 1% artistique. Donc voilà, c'est une vie, hein, Bercy, hein, ça fonctionne très bien. Donc les derniers arrivés sont arrivés ici en 89. Moi, pour ma part, j'étais à la direction qui a construit Bercy. Je connais assez bien le ministère. Et nous sommes arrivés ici en 88. Donc en 88, il y a eu déjà des opérations tiroirs avec le Louvre, ce qui a permis au Louvre de faire en parallèle les travaux et de ne pas attendre notre départ massif pour pouvoir commencer les travaux et être ce qu'il est actuellement. Excusez-moi, est-ce que si François Mitterrand n'était pas réélu en 89, est-ce que Bercy serait les Bercy qu'on connaît aujourd'hui? Je ne suis pas Madame Irma, alors je ne peux pas vous le dire, mais je pense que la décision était déjà, j'allais dire, dans les dossiers depuis un petit moment. Oui. C'était dans les boîtes. Oui, parce que c'était une nécessité. Pour ma part, moi j'ai travaillé à Rivoli et je peux vous dire que j'étais à la direction du Trésor et quand on arrivait le matin, c'est souvent que j'ai vu des rats qui avaient mangé de la mort aux rats et on enjambait les rats avant qu'on les évacue. Il y avait des petites souris qui mangeaient les papiers, il n'y avait pas l'informatique à l'époque. Donc ça a bien changé. Alors c'est vrai que des quand... petites souris qui mangeaient des dossiers au ministère des Finances. J'ai dit les papiers. Il y avait un élevage. Et donc ça a permis quand même de travailler dans de meilleures conditions, ça c'est incontestablement vrai. Et comme je vous ai dit, hein, toute l'informatique est arrivée, ça a chamboulé absolument tout. Ce qui est... On vit avec notre époque. Maintenant, les souris, ils mangent les manuscrits, alors... Je vous assure que je n'ai jamais vu une souris ici. Jamais. Mais on n'a jamais vu au Louvre. Ils sont restés au Louvre. Ah oui, ils sont restés. Voilà. Mais enfin, je pense qu'elles ont été éliminées aussi avec la construction de la réhabilitation du Louvre. Est-ce que vous vous entendez de parler des sports? Alors non, c'est complètement indépendant. Je vais vous en parler après. Là, je vous parlais du ministère, mais c'est complètement indépendant. Une porte des ministres. Oui, là, ici. Mais normal, ils arrivent par là? Non, je vous ai dit, les ministres, nous, ne viennent jamais par là. Ils passent par par où? le quai de la Râpée, ils arrivent par la cour Robert Schuman, l'allée Ramadier et la cour Schuman. Et leurs voitures, on les verra tout à l'heure, les voitures des ministres sont stationnées. Et le personnel rentre par là où on est rentré? Alors le personnel rentre exactement, c'est la même entrée que vous. Et nous avons un parking de 700 places qui se trouve sous le bâtiment Vauban, qui est réservé aux agents du ministère. 700 places. 700 places. Et pouvez-vous nous dire qui a choisi les noms des bâtiments et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, quand nous sommes arrivés ici, ça s'appelait A, B, C, D, E. C'était assez anonyme. Et pour que les agents se retrouvent un petit peu, vous avez vu que le nom de Sully, Colbert, Turgot, Necker, etc., ce sont des ministres des Finances de roi de France. Donc c'est... Pas Vauban. Non, il a été contrôleur financier, Vauban. C'est un ministre qui a choisi ces noms ou on ne sait pas qui a choisi? Je ne sais pas exactement qui a choisi. Je ne peux pas vous dire qui a C'est le point choisi. commun, c'est... Mais ça a été effectivement des ministres des Finances de roi de France qui ont laissé une marque. Et il n'y a pas de bâtiment bérégovois, non? Le premier s'appelle le hall Bérégovois, je vais vous en parler après. Ah d'accord. Le hall s'appelle Bérégovois dans le hall. Alors, je vous ai expliqué le ministère. Ici, c'est le POPB qui a été réalisé, lui, en 1979, 10 ans avant que les derniers n'arrivent. Hein. Donc là, c'est vraiment une structure complètement indépendante avec aussi bien du sport que du show business, mais qui n'a rien à voir avec le ministère. Derrière, vous avez donc ce fameux parc de Bercy dont je vous parlais tout à l'heure, avec les chais qui donnent le quartier Saint-Émilion. Ici, vous avez des hôtels et des salles de réunion qui n'ont rien à voir avec le ministère, des Parisiens qui habitent ici, qui habitent également ici, le long de la rue de Bercy. Le long de la rue de Bercy, vous avez école maternelle, primaire et collège. Ici, vous le verrez tout à l'heure, c'est le siège de la banque, c'est le bâtiment avec le salon, on va pas dire. C'est le siège de la Banque populaire La Brède et vous verrez que nos ministres ne peuvent pas l'oublier parce que leur bureau donne pile sur La Brède. Ici, ce sont des locaux techniques du 12e arrondissement, la tour de la sécurité sociale du 12e arrondissement. Vous avez le chauffage urbain du 12e, là c'est la maison de la RATP. Ils étaient quai des Grands Augustins quand nous étions rue de Rivoli, ils sont venus 3 ans après nous. La tour Gamma, la tour Mattei, la tour de Lyon. Là c'est le 37e et dernier pont de Paris qui a été construit, le pont Charles de Gaulle qui vous emmène de la gare d'Austerlitz qui est ici, à la gare de Lyon, la tour de l'horloge de la gare de Lyon, les bâtiments de la SNCF, les voies de chemin de fer qui vous emmènent dans le sud de Paris et le sud de la France. Et tout là-bas c'est le quartier Chalon qui était également un autre quartier un peu coupe-gorge, qui a été rasé et réhabilité. Nous sommes dans le 12e arrondissement, on passe la Seine, on est dans le 13e ici. Et la grande bibliothèque se trouve là. C'est deux grandes cheminées.
Pardon? Écoutez, le bâtiment qui est perpendiculaire de l'autre côté de la rue Bercy. Là, ici, là. Et il fait partie de vos locaux là-bas? Non, tout ce qui côté va de la jusqu'à rue. la gare de Lyon, je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, ça va, c'est le ministère. Pardon. Ah oui, ça va. Turgot, Pardon. Sully, Necker, Colbert, Vauban. Tout ça, c'est le ministère. C'est vraiment très grand. Il y a 42 km 800 de couloirs à Bercy. Est-ce que le ministère des Sports est là-bas à une époque? Non, à l'entrée par lequel vous êtes passé l'octroi. Hein, les architectes ont gardé les deux octrois du 18e. Celui par lequel vous êtes passé, qui est notre entrée aussi à nous, c'était le ministère des anciens combattants qui était là. Et l'autre octroi, il est où Ici, à l'opposé et à l'identique. Ah d'accord. Et les deux cheminées là existent toujours là? Oui, c'est le chauffage urbain de Paris. Ah d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le Non mais ministère. c'est des cheminées de chauffage urbain et pas. Oui. Donc maintenant tous les services sont tous dans ce. Eh bien non. Ah non. Ah bon. Eh bien non, j'attendais la question. Non. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon exposé, je vous ai dit, pour essayer de rassembler les agents qui étaient dispersés sur 40 sites différents. Eh bien non, nous ne sommes pas tous réunis ici, parce que je veux vous dire qu'en 1997, ce ministère a déjà muté de économie, finance, budget, et il est passé à économie, finance, industrie. Donc il y a le ministère de l'Industrie qui est arrivé ici. 3000 personnes. Donc il a fallu bouger un peu les murs, etc. Donc on n'a pas pu mettre tout le monde ici. Donc à 2 stations de métro d'ici, vous avez la station Chevaleret et vous avez la rue Louise Weiss. D'un côté, vous avez tout ce qui est DGCCRF, répression des fraudes, consommation, etc. Et de l'autre côté, une partie de l'industrie. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, quand M. Sarkozy a été élu, il a scindé ce ministère en 2 grands ministères. Vous connaissez bien l'élu, hein, il a été par 2 fois notre ministre. Donc d'un côté, vous avez économie, finance, industrie, qui est en ce moment dirigé par M. Barouin, hein, avec M. Besson à l'industrie, et M. Lefebvre qui est donc à la consommation, et M. Lelouch au commerce extérieur. Et de l'autre côté, vous avez un 2e ministère qui est géré par Mme Valérie Pécresse, qui est donc budget, compte public et réforme de l'État. Donc vous voyez, ce ministère a beaucoup évolué. Et donc dans les prérogatives de M. Lefebvre, vous avez le tourisme, vous avez l'artisanat, les PME, les professions libérales. Donc ça a amené quand même beaucoup de monde. Donc on n'a pas pu tous être là. Donc vous en avez à 2 stations de métro et surtout autour de côté est, à Vincennes et à Montreuil. Mais on a le sentiment que c'est vraiment un jacobinisme à outrance, c'est une concentration. C'est le pouvoir de l'État qui est ici, hein, ça c'est clair. C'est clair. Mais ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été. On a vu des agents de la douane qui sont venus. Oui, parce que Mme Pécresse, le ministre du Budget, a sous sa tutelle la direction de la douane. Si vous voulez, je peux vous expliquer les deux organigrammes des ministres si ça vous intéresse. Hein, ça serait intéressant. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, économie, finance, industrie, François Barouin. Et avec lui, il a donc Éric Besson pour l'industrie et l'économie numérique, Monsieur Lelouch pour le commerce extérieur et vous avez vu Monsieur Lefebvre qui est artisanat, petite et moyenne entreprise, tourisme, services, profession libérale et consommation. Oui, tout à fait. Et donc, là, vous avez l'organigramme. Alors, tout ce qui est en bleu, ici, bleu dur, c'est la responsabilité ou de M. Barouin ou d'une des 3 personnes qui sont ici. La direction générale du Trésor, c'est M. Barouin. La direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, M. Besson. La DGCCRF, M. Lefebvre. La législation fiscale, en partenariat M. Barouin et Mme Pécresse. L'INSEE, M. Barouin. La direction générale de l'énergie et du climat, M. Besson. Le médiateur du crédit aux entreprises, ça c'est depuis que M. Sarkozy a scindé ce ministère en 2 ministères. C'est, si vous voulez, quand auto-entrepreneur, vous avez des personnes qui créent leur propre entreprise, etc. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pour créer son entreprise, eh bien, souvent, il faut que les banques suivent derrière. Et quand les dossiers coincent un petit peu, le médiateur du crédit aux entreprises intervient pour débloquer le dossier s'il est valable, bien sûr. Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, M. Besson. La délégation aux usagers de l'Internet, toujours M. Besson. Vous voyez que M. Besson a quand même un rôle très important. L'Agence des participations de l'État, c'est M. Barouin, et l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, également M. Barouin. Donc vous avez la Direction générale de la prévention des risques qui est également arrivée. Et puis là, vous voyez qu'en violet, vous avez la même chose pour Valérie Pécresse. Donc Valérie Pécresse, elle est seule à gérer son ministère, hein, en tant que
comme membre du gouvernement. Et donc elle a effectivement la DGFP, c'est la concentration, c'est la fusion entre la direction des impôts et la direction de la comptabilité publique qui a eu lieu il y a 4 ans, la direction générale des douanes et des droits indirects. Voilà voilà votre question. La direction générale de la modernisation de l'État, et puis la direction du budget, la délégation nationale de la lutte contre la fraude, etc. Et donc, Madame Pécresse a effectivement tout ça. Et puis vous voyez qu'en violet, elle a exactement les mêmes services qui travaillent que pour les 4 autres personnes qui sont dans l'autre ministère. Le secrétariat général qui regroupe 3000 personnes. Moi, je fais partie de la direction de la communication, mais je suis rattachée au secrétariat général. C'est-à-dire que je travaille aussi bien pour Valérie Pécresse que pour une des 4 personnes qui sont ici, comme Florence. Voilà, on est exactement à la même enseigne. Vous avez l'inspection générale des finances. Là, vous savez que ce sont nos énarques qui sortent dans les plus d'un temps. Ils sont ici au 6e étage. Le service du contrôle général économique et financier. La direction de la DAGE. C'est des avocats et des magistrats qui y travaillent. Et le médiateur. Alors ne croyez pas que ce soit le même médiateur qui soit là-bas. Là, c'est le médiateur des entreprises. Là, c'est interne au ministère, si jamais il y avait du harcèlement, des rivalités entre des personnes, etc. C'est vraiment interne. Et le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Vous savez que toutes les collectivités, qu'elles soient territoriales, mairies, conseils généraux et conseils régionaux, eh bien leurs comptes sont vérifiés par le ministère des Finances. Donc c'est vérifié, tout est vérifié ici. Et après ça part à la Cour des comptes. Et puis vous avez Tracfin, ici et ici. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'est Tracfin? Oui. Oui, c'est des finances occultes, aux finances... C'est la Le recherche. blanchiment, La recherche. oui, contre le blanchiment de l'argent. Ah bon? Il y a les armes, la drogue, etc. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, travaillent aussi bien pour eux. Alors, tout ce qui est en violet, ce sont des agents qui travaillent aussi bien. Ce qui fait qu'à Bercy, vous avez les services qui travaillent au plus près avec les ministres. Ce qui est un petit peu excentré, c'est-à-dire à 2 rues d'ici ou à Montreuil, sont des services qui sont en relation, bien sûr, avec les ministres, mais moins en ligne directe. Ici, à Bercy, c'est vraiment des agents qui travaillent en ligne directe avec les cabinets ministériels ou les ministres. Est-ce que vous avez une petite idée déjà un peu plus affinée? Oui, parce que c'est tellement rare. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Mais ça vous donne une idée déjà de ce qu'on fait quand même sur Bercy, parce qu'on est persuadé que quand on arrive à Bercy, c'est le ministère des Impôts. Bien sûr. Mais ça n'est pas que le ministère des Impôts. Sachez qu'ici, il n'y a aucune déclaration d'impôts. Elles sont dans nos centres d'impôts respectifs. Il y a beaucoup de matière grise ici. Voilà. Donc les centres des impôts qui sont dans les quartiers un peu partout dans tous les pays, ils dépendent de qui Valérie Pécresse, ici, la via DGFP. Voilà, d'accord. via la DGFP. Ça vous situe un petit peu mieux? Voilà. Là, ça fait encore beaucoup de... Oui, ça fait. Il y a à peu près 182 000 sur le territoire. Pardon? 182 000 sur le territoire national d'agents en service extérieur. 5 000 ici, un peu plus 5 000 ici et 182 000. Vous comprenez pourquoi on remplisse pas. Il y a des chiffres dans les petites brochures que vous allez nous donner? Ah. Alors je vous disais que Bercy c'est 42 km 800 de couloirs. On ne va pas vous les faire tous, hein, je vous rassure. On ne va pas faire le marathon. Mais ça vous donne une idée de la grandeur quand même des bâtiments. C'est 48 000 mètres carrés de surface de vitres. C'est des marchés publics hein, pour nettoyer tout ça. Vous avez 110 ascenseurs et monte-charge. Vous avez 93 000 mètres carrés de surface de moquette. Parce que là c'est du marbre, mais tout le ministère n'est pas en marbre. Et donc vous voyez que c'est une énorme maison qui fonctionne vraiment très très bien. Alors, on va commencer les œuvres d'art si vous le voulez bien. Nous marchons ici sur une œuvre d'art. Elle fait 132 mètres de long, elle est constituée de 25 marbres différents et qui viennent du monde entier. Et c'est une œuvre de Guy de Rougemont qui s'appelle Le Grand Ruban. Je vous ai dit que nous étions dans le bâtiment Colbert tout à l'heure. Et le hall, justement, a été dédié à M. Bérégovoy quand il est décédé, puisqu'il a dit notre premier ministre des Finances à venir s'implanter ici à Bercy. Donc le hall s'appelle le hall Bérégovoy. Donc quand on parle du hall Bérégovoy, c'est ici dont il s'agit. Et ce hall va donc accueillir les visiteurs le week-end prochain, avec notamment les œuvres d'art, l'explication à la maquette pour les visiteurs. Et dans les alvéoles, eh bien, il y a les savoir-faire des différentes directions du ministère. Donc dans ce hall Bérégovoy, vous avez 4 grands tableaux. Tout a été, l'impulsion artistique consiste à ce que les architectes proposent des œuvres
à un jury qui à l'époque était composé de 3 personnes de l'Élysée, 3 personnes du ministère de la Culture et 3 personnes du ministère des Finances qui ont bien sûr acté celle que vous voyez. Il y en a eu beaucoup de rejetés. Mais donc vous avez 4 œuvres, 4 tableaux qui ont les mêmes mesures, 7,20 m sur 4,05 m et qui sont, j'allais dire, de signature assez connue. Ce premier tableau, il est de Roberto Matta. Ça vous dit quelque chose, Matta? Voilà, c'est un peintre d'origine chilienne et c'est vrai qu'il était assez connu. Alors je vais vous proposer de vous mettre là, s'il vous plaît. Je vais vous l'expliquer. Vous allez voir que le fil conducteur de ces tableaux, c'était la finance, l'argent et l'environnement. Donc ce premier tableau de Roberto Matta, eh bien, vous allez voir, il est violent, morbide et érotique. Je vais vous expliquer le côté violent et morbide, le côté érotique, vous allez le trouver vous-même. Et Roberto Matta était un homme qui était passionné par les arbres. Il aimait beaucoup les arbres et la science-fiction. Et donc ce tableau, il l'a appelé « Aux arbres citoyens », avec une petite connotation avec notre hymne national. Et vous voyez que sur le côté gauche, vous avez un arbre très contemporain. Vous voyez également des personnages très violents. Regardez, ici, on crève un œil. Ici, on évente. Vous voyez des couteaux, des lances, des armes blanches à profusion. Quand un tableau est très violent, c'est valable pour celui-là, mais c'est valable pour beaucoup d'autres tableaux, en général, l'artiste y met des volutes, des ronds pour essayer d'adoucir un petit peu la violence du tableau. Là, en l'occurrence, vous avez des cibles qui sont ici et qui n'adoucissent absolument pas le tableau. On pourrait penser être dans un aquarium. Il y a des très jolis bleus et des très jolis verts. Et vous voyez qu'ici, vous avez un énorme poisson. Puis vous voyez ici que vous avez un coq gaulois avec un bonnet phrygien, une cocarde tricolore qui est à l'envers d'ailleurs, et qui brandit non pas un feu d'artifice, mais le pouvoir de l'argent dans le monde. Ce tableau est un pamphlet, est une critique sur le pouvoir de l'argent. C'est tout à fait d'actualité en ce moment. Donc sur le pouvoir de l'argent dans le monde. Et puis vous voyez que ce tableau, je vous ai dit qu'il était morbide. Vous avez une femme qui a accouché, au lieu d'avoir accouché d'un joli bébé, eh bien elle a accouché d'un cadavre. Donc ce tableau me met quand même un petit peu mal à l'aise. Alors je vous disais qu'il avait de très jolis bleus et très jolis verts, ce qui est vrai, et que quand on le voit de l'allée Jean Monnet, c'est-à-dire l'allée qui est en parallèle à ce Paul Béret-Beauvoir, on ne voit plus du tout le côté violent et morbide, on voit plutôt un côté champêtre, bucolique. Est-ce que c'est un message caché? À l'intérieur, c'est la violence, à l'extérieur, c'est calme. Oui, c'est voulu. C'était voulu, et dénoncer le pouvoir de l'argent qui régit le monde. N'oubliez pas que nous sommes quand même dans le lieu du pouvoir de l'État au niveau financier, quand même. C'est quand même fort de l'avoir mis. Alors sachez aussi que Roberto Matta, c'était le beau-père d'un des 2 architectes que je vous ai cités tout à l'heure. Et le côté érotique, je ne vois pas d'érotisme. Le côté érotique. Alors regardez le coq gaulois, regardez, il y en a un peu partout. Je vois rien. Mettez-nous le verre là. Mais je ne vois pas. Voilà. C'est où le verre? Vous voyez bien quand même. Ah bah oui, le coq gaulois. C'était commandé. Je vous ai expliqué. Voilà. On le laisse contempler alors. Tu vois ça, tu vois, regarde. Voilà, 5 milliards, c'est-à-dire 4 milliards. 4 milliards. Une érection, ça, je comprends rien là. Ce que c'est. Et c'est-à-dire qu'il y a 1% qui a été consacré à l'enveloppe globale des œuvres d'art. Alors après. Oui, c'est 4 millions. Non, ça y est, vous avez vu? Ah, quand même. Donc mes collègues pour le déchiffrage de la chose. Ah bon? Un peu plus de 600 millions. Alors là. 600 millions d'euros. Eh ben, bien. Non. C'est la globalité de la construction. C'est 600 millions d'euros. Alors, absolument. C'est le Brésil est très fort. Dans les oui. Il y a un peu de chez vous.
Alors, sur les marbres, sur les murs, ici, ça n'est pas du marbre. Hein. C'est une pierre de Villeneuve, une pierre de Charente qui a été poncée et polie pour vous donner l'aspect du marbre. Mais ça n'est pas du marbre. Hein. Et vous comprenez bien pourquoi c'est une pierre de Charente qui a été prise. C'était une volonté du président Mitterrand de faire construire Bercy. Donc on a fait travailler les carrières de pierre de la Charente ici. Et là, ici, c'est la Charente. Hein. Et là, c'est de l'agrégat de Pont-Blanchien, à côté de Dijon. Alors, vous voyez qu'il y a différentes teintes de beige et de gris et de marron. Les architectes ont choisi cette pierre pour représenter les différentes teintes de tous les bâtiments de Paris. Vous avez... Oui. Ce bâtiment, il est sous surveillance vidéo, c'est-à-dire que nous travaillons tous les jours sous surveillance vidéo. Donc vous avez des caméras qui se voient, puis il y en a qui ne se voient pas. Mais depuis que vous êtes rentré dans le ministère, il y a celle qu'on voit, oui, c'est ça, celle-là. Mais il y en a beaucoup que vous ne voyez pas. Voilà, ce qui nous donne une sécurité totale au travail. Pierre Aleginski. Vous connaissez l'artiste? Non. À l'Assemblée nationale, vous avez une œuvre d'Aleginski. Il était d'origine polonaise. Oui, mais lui, il est suisse. Mais à Bruxelles. Bruxelles, oui. Mais il était d'origine polonaise. Et donc, Pierre Aleginski a voulu vous créer une monnaie imaginaire qui fluctue selon les jours de la semaine et les marchés financiers. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et cette monnaie imaginaire, elle vous fait penser à quoi? À quoi vous fait-elle penser, cette monnaie? Le calendrier aztèque. Non, soyez plus terre à terre. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est quoi? Une sorte de bouée de la rue. Les plaques d'égout. Donc vous voyez qu'il les a réalisées Très terre à terre. selon. Voilà. Mais vous avez dit C'est pour ça que je vous ai mis un peu sur la voie. Vous voyez que la symbolique est très forte. Représentée dans un lieu aussi important que celui-ci, une monnaie imaginaire par des plaques d'égout à la symbolique de l'argent sale, etc. C'est pas anodin. Et donc il l'a réalisé, et ça on a tous fait ça, c'est la méthode de Max Ernst. Vous mettez une pièce de monnaie, une feuille de papier, on frotte avec un crayon. Frottage. Voilà, le dessin apparaît. Et il l'a fait par estampage, il a coulé de la peinture acrylique dans les différents interstices pour faire ressortir le dessin. Et vous voyez que cette monnaie, elle monte et elle descend selon les jours de la semaine. Donc premier pamphlet d'avoir représenté déjà l'argent sale. Vous avez fait cadeau ici. Et vous avez un deuxième pamphlet dans ce tableau. Vous voyez que vous avez des personnages très bizarres qui sont en haut, qui sont en bas, qui grimpent des escaliers. Et bien selon que l'on a de l'argent, on est en haut de l'échelle sociale. Quand on en a pas, on est en bas de l'échelle sociale. Vous voyez dans ce tableau, en une et même œuvre, vous avez deux pamphlets, deux critiques fortes sur le pouvoir de l'argent. Allez oser les montrer quand même. Hein. Et alors sachez qu'Aleginski a toujours réalisé ces tableaux en faisant un bandeau. Là c'est une commande spéciale, la grandeur est spéciale. Et il a toujours réalisé des bandeaux autour de ces tableaux. Et vous voyez que vous avez du bleu, du blanc et du rouge, les couleurs de notre drapeau national. C'était pas sous le voile. Ça laisse dubitatif. Il a trouvé ça. C'est-à-dire que vous avez en 8 minutes, ça passe en boucle, vous avez des points qui sont actualité, économie, carrière, pratique, là on est dans la culture. Tout ce qui est actualité, ça nous donne au quotidien ce que font nos ministres, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Ça n'intéresse pas tous les agents du personnel, et ma collègue et moi, on sait si on peut effectivement aller à l'hôtel des ministres. L'économie, c'est l'économie mondiale et nationale. Ce qui est très important pour nous, c'est tout ce qui concerne nos carrières. Nous n'avons plus du tout d'informations sur support papier depuis des années. On fait vraiment beaucoup d'économies au niveau des
papier, tout passe en boucle. Alors on a bien sûr notre intranet de service et on a tout ce qui est global ici. C'est-à-dire que s'il y a des concours internes et autres, c'est toutes les informations qui passent sur les... Et on n'a pas le droit de dire je n'étais pas au courant, on se doit de regarder régulièrement les postes. Il y en a 70 dans le ministère. Parfois il y a côté pratique et puis là, côté effectivement culturel pour nous donner des informations ou de pièces de théâtre ou d'événements qui se passent par ici. C'est vraiment très intéressant. Et ça fait partie donc de notre service de communication. Voilà. Vous voyez, comme je disais, c'est où il y a un petit peu de droit. Qui est là-bas? Ah là, c'est... Oui, parce que vous avez beaucoup de réunions et des gens qui viennent en réunion. Là, je vous montre les avantages. Il y a un inconvénient. Voilà. 42 km 800 de couloir, c'est vaste. Et donc, c'est très difficile d'aller dans les salles de réunion quand on ne connaît pas. J'ai connu une personne qui travaillait ici. Au début qu'elle est venue, elle se perdait. Ah oui, mais régulièrement. C'est pour ça que quand on a des nouveaux agents qui arrivent, on fait obligatoirement une visite pour leur expliquer les locaux. Le plus difficile, vous voyez, c'est le bâtiment Vauban qui est en face. Parce que vous avez des couloirs qui s'entrecroisent, nord, sud, est, ouest. Comme sur un bateau. Voilà. Donc la règle d'or déjà, c'est que tout, par exemple, 0024, c'est le rez-de-chaussée. 1124, premier étage. 2200, voilà. Voilà comment on s'y retrouve déjà en priorité. Et c'est vrai qu'il est un peu difficile. Alors je vais vous expliquer ce tableau, vous allez voir, il est assez amusant. C'est un pamphlet, mais il est assez amusant. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre mythologie grecque et romaine? Oh là. Qu'est-ce qu'elle me demande un matin de bonheur? Pas à l'école. Est-ce que vous avez des souvenirs? Non? Si je vous parle de la légende du roi Midas, ça vous dit quelque chose? C'est vrai qu'elle touche, tout devient... Voilà. Ah, vous voyez que ça revient quand même. Alors je vais la réexpliquer pour ceux qui ne la connaissent pas. Le dieu Dionysos, qui était le dieu de la vigne et du vin, avait pour amie Silène, qui s'est fait capturer par les ennemis. Et il a chargé le roi Midas, qui était un homme excessivement riche, d'aller délivrer son ami. Et il partageait une propriété énorme avec Crésus. Donc, il a réalisé avec brio la délivrance de Silène. Et le dieu Dionysos lui a demandé ce qu'il voulait. Je vous ai dit qu'il était très riche, il était surtout très cupide. Et il a demandé de transformer en or, effectivement, tout ce qu'il pouvait toucher. Donc, pendant 3 jours et 3 nuits, il a transformé en or femme, enfant, tout le monde y est passé pour être encore plus riche. Mais à chaque fois qu'il se mettait à table, ça se transformait en or. Chaque fois qu'il voulait boire, ça se transformait en or. Donc, affamé et assoiffé, il est allé retrouver le dieu Dionysos pour être relevé de son vœu. Et le dieu Dionysos, qui trouvait quand même que la mentalité du roi Midas laissait un petit peu à désirer, lui a demandé d'aller se purifier dans un fleuve qui passait à l'époque en Asie mineure et qui s'appelait le Patol. Des noms qui nous restent. Ce qu'a fait le roi Midas. Mais le dieu Apollon n'aimait pas, mais alors pas du tout la mentalité du roi Midas. Parce qu'un jour, à un banquet, Midas avait préféré choisir la flûte de Pan à celle d'Apollon. Et il avait effectivement refusé de chanter un chant à la gloire d'Apollon. Donc Apollon lui avait tiré l'oreille. Et ses oreilles se sont transformées effectivement en oreilles d'âne. Un jour, il va chez son coiffeur et le coiffeur lui dit « Sire, vous avez des oreilles d'âne qui poussent. » Vous imaginez quelle infamie pour le roi d'avoir des oreilles d'âne. Donc il a fait jurer à son coiffeur de ne jamais, jamais, jamais délivrer son secret, sinon il le tuait. Et le secret était très lourd. Et le coiffeur avait ça sur le cœur. Donc un jour, il est allé près d'un étang, il a creusé un énorme trou près de l'étang, il a confié son secret à la terre, il a bien bouché, tassé la terre, pensant être quitte. Il n'avait pas du tout prévu que près d'un étang, eh bien, il y allait y avoir des roseaux qui allaient pousser. Et que quand les roseaux atteintent une certaine taille et qu'il y avait du vent, eh bien les roseaux chantaient que le roi Midas avait des oreilles d'âne à qui voulait l'entendre. Donc tous les habitants du royaume ont été au courant de l'infortune. Donc il a tué son coiffeur. Puis dans un premier temps, il a mis un bonnet. Et Midas était le roi de la Phrygie. Donc c'est devenu le bonnet phrygien. Vous voyez, tout s'entrecroise.
Et puis, les oreilles poussant, le bonnet ne tenant plus, un jour n'en pouvant plus, eh bien, il a bu du sang de taureau et il s'est suicidé. Et la légende dit que le pactole charrie maintenant des paillettes d'or. Alors, je vous ai dit qu'il passait en Asie mineure, il passe plus du tout en Asie mineure, mais en Turquie, il est complètement sec et il n'y a pas de paillettes. Mais là, vous avez l'artiste Paul Révérol qui, à sa façon, vous a représenté la légende du roi Midas. Alors, vous voyez que Midas a déjà sa tête qui est transformée en âne avec des véritables crânes de cheval ici, mais le corps est encore un corps d'humain, hein, il a encore ses bras, ses jambes d'humain. Ici, ce qui flotte sur les eaux du pactole, c'est le pauvre coiffeur, et ne croyez pas qu'il l'ait carbonisé, mais il représente l'or noir. C'est incroyable. Ici, vous avez le ministère Bercy qui est très stylisé, ça je vous l'accorde. Ici, vous avez le fauteuil de coiffeur. Je suis un peu ruine. Et vous voyez que ce fauteuil de coiffeur a une chaîne qui vous emmène à une cagnotte d'argent et de pierre, etc., et de fortune. Et cette même chaîne s'en va ici à une cagnotte de pierre, pour vous montrer que la valeur de l'argent n'a de valeur que celle que l'être humain a voulu donner. Que l'once d'or, c'est l'être humain qui l'a déterminé, le lingot, etc. Et ça, là aussi, c'est un pamphlet. Puis vous allez bien regarder mon laser. Regardez, ici, vous avez une corne, une deuxième corne, un œil, un deuxième œil, un naseau, un deuxième naseau. Si je fais le tour, vous avez vu? Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez tous vu? Non, c'est le veau d'or qui est en filigrane. Ah. Vous l'avez tous vu? Non. Alors, je recommence. Regardez. Ici, vous avez une corne, une deuxième corne, un œil, un deuxième œil, un naseau, un deuxième naseau. Si je fais le tour, c'est pas une vache, c'est le veau d'or. Oui, c'est en filigrane. Alors, je fais des visites pour les scolaires. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 3-4 ans. Je faisais des enfants de CM1, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Donc ils n'ont jamais fait de mythologie. Hein. Donc j'avais pris comme support leur jeu Game Boy pour leur dire que c'était du virtuel, que ça n'existait pas, c'était des histoires. Et donc quand j'ai commencé à montrer ce que je viens de vous montrer, j'ai un petit garçon qui me dit « Je sais madame ce que c'est ». Alors j'étais quand même un peu étonnée, je lui dis « Ah bon, qu'est-ce que tu vois ?» Et il me répond « La vache qui l'est ». Les références sont merveilleuses. C'est merveilleux, je trouve, la revue par les enfants comme ça, c'est fait. Donc quand je passe devant ces panneaux, je pense souvent à la vache qui rit. Voilà. Donc vous voyez, le pactole refus est corrigé par le... Celle-là n'arrive pas. Elle n'arrive pas, celle-là. Voilà, ça c'est amusant. Donc vous voyez que les 3 premiers tableaux, pamphlets, quand même, critiques sur le pouvoir de l'argent. Ils ont été payés malgré le... Mais voilà, comment le ministère a accepté de tels conflits? Liberté de l'artiste. Mais bon, l'argent n'est pas si... Moi j'ai un droit de réserve, je peux rien dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez de notre affiche pour les Journées du patrimoine, d'avoir représenté Bercy comme ça, on parlait vraiment un paquebot. C'est beau, hein, je trouve que le stylisme est très joli. Vraiment comme un paquebot qui rentre... un voyage, oui, c'est ça. Oui. Cette année, c'était très bien. Et c'est l'allée Jean Monnet. Jean Monnet, ça vous dit quelque chose? Voilà, les pères de l'Europe par le charbon et l'acier. Et là, nous allons arriver dans la cour Robert Schuman. Je monte sur le toit de camion et je vais. Voilà, exactement, vous tapez à la bite. Ça, c'est les voitures de ministres, non? Oui, pas encore? tout à fait, les voitures de ministres ou de membres du cabinet. D'accord. Donc ici, vous êtes dans la cour Robert Schuman. C'est la cour des ministres. Vous avez la porte que je viens de vous montrer. Vous la comprenez mieux maintenant. Vous voyez comment elle est moins de ce côté-là, mais vous comprenez bien comment elle s'ouvre. Ici, vous avez l'hôtel des ministres. Alors, ce n'est pas le lieu où ils mangent ou ils dorment, ce sont les cabinets ministériels qui sont ici. Et vous voyez que ce bâtiment, il est dégagé dans sa construction de 12 degrés par rapport à la rectitude du bâtiment Colbert, parce qu'il est dans l'axe de Notre-Dame. Notre-Dame étant le point zéro
de la France. Il est dans l'axe de Notre-Dame et il y a une autre signification que je vous dirai tout à l'heure également. Donc nous allons rentrer, il y a une réception officielle, il y a un pays, il y a le Canada, là c'est le drapeau du Canada. Voilà. Le Canada, là oui. Donc c'est bon, c'est des foyers pour vous. Vous allez passer sur le tapis rouge pour rentrer dans l'hôtel des Mines. Dans l'habitude. C'est tout à fait normal. Dans l'habitude. J'attendais d'ailleurs. Le tapis rouge. Voiture des ministres. On aime ou on n'aime pas. Bonjour. Ah. C'est la vente de chauffeur. Ici, nous nous trouvons dans ce qui s'appelle la rotonde. 4 panneaux de bois cintré avec de l'acier pour vous donner une impression de convivialité. Les ascenseurs qui sont ici vous amènent dans les cabinets et les antichambres des ministres et à la surprise que je vais vous réserver dans quelques instants. Vous avez la galerie des portraits des ministres des Finances qui se sont succédés depuis la Seconde Guerre mondiale. On part de Pierre Mendès France, qui est ici, et comme un escargot, on fait tout le tour, pour arriver à M. Féminin, faire tout le tour et arriver à Mme Lagarde. Donc la première impression, vous voyez qu'il n'y avait que des hommes, Mme Lagarde, et c'est la seule, c'est fait pour, c'était la première femme. Donc elle est dans cela. Vous voyez aussi que dans la galerie des portraits des ministres, beaucoup sont devenus ou Premier ministre ou Président de la France, ou avec des destinées qui ont été importantes. Borloo, c'est quoi le aussi? Oui, à moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur Baumgartner, président de la Banque de France pendant de nombreuses années. Monsieur Giscard d'Estaing, président de la France. Monsieur Debré et monsieur Couve de Murville, Premier ministre du général de Gaulle. Monsieur Debré étant le père de la 5e Constitution. Vous avez M. Hortely, M. Barre, Premier ministre, M. Monoury, président du Sénat, qui sont décédés il y a 3 ans dans un très peu de temps. M. Fourcade, sénateur, maire de Boulogne-Billancourt, il n'est plus que sénateur. M. Delors, qui a beaucoup œuvré pour l'Union européenne. Et puis là, vous voyez qu'il y a une scission. Toutes les photos qui ont été prises avant, ce sont des photos qui ont été prises à Rivoli, avec la cheminée et la pendule Louis XIV. Monsieur Bérégovoy est arrivé, il aurait dû avoir sa photo en 2 temps. Une avec la cheminée et l'autre moderne comme celle-là. Bon, vous mettez une photo par ministre. Donc monsieur Bérégovoy a donc été le Premier ministre à venir s'installer ici à Bercy. Monsieur Balladur, rappelez-vous, il y a eu une cohabitation. Ne voulait pas quitter Rivoli. Donc, la photo a été prise à Rivoli. Et puis après, M. Bérégovoy est arrivé donc à nouveau ici. M. Sapin, qui a été... Alors, M. Bérégovoy, Premier ministre, M. Balladur, Premier ministre, M. Sapin, ministre de la fonction publique. M. Fandéry a été de nombreuses années le PDG de EDF. M. Madeleine, qui fait de la politique, monsieur qui est sénateur et qui était le président de la commission de finances au Sénat. Et puis à nouveau ici, scission. Vous voyez que jusqu'à présent, c'était ministère économie, finance, ministère économie. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1997, l'industrie est arrivée. Elle est arrivée avec M. Strauss-Kahn. M. Souter, qui n'est pas resté très très longtemps et qui est maire adjoint de M. Delajoie à la mairie de Paris. M. Fabius, Premier ministre. M. Maire, qui venait de la société civile. C'était le PDG de Arcelor. M. Sarkozy, qui était en 2 temps, il est venu ministre du budget. Et c'est pas pour ça que sa photo est là. Lignac est le ministre des Finances, qui sont ici. Ministre des Finances. Monsieur Guémard, qui n'est pas resté longtemps pour une question d'appartement. Monsieur Breton. Monsieur Breton, qui était
DG de France Télécom, et M. Borloo, ce que je vous disais tout à l'heure, est resté un mois. Pourquoi il est resté un mois? Voilà. Rappelez-vous, quand M. Sarkozy était élu, Mme Lagarde était à l'agriculture, M. Borloo était ici, et M. Juppé était au développement durable. Il y a eu les législatives, M. Juppé a perdu son poste de député, et donc M. Borloo est parti le remplacer. C'est pour ça qu'il n'est resté qu'un mois. Et puis après, je vous ai dit tout à l'heure que ce ministère était scindé en deux grands ministères. Quand le gouvernement a été nommé, il y a le Premier ministre qui est nommé par le Président de la République. Et après, sur proposition du Premier ministre, les ministres sont... Il y a donc les ministres à part entière. C'est important quand même à savoir. Il y a les ministres à part entière. Et puis après, vous avez les ministres délégués chargés de auprès de... Ce qui est le cas de M. Besson ici. Il est ministre, il a un titre de ministre, mais il n'est pas complètement indépendant puisqu'il est sous la houlette de M. Barban. Donc, le ministre du budget, jusqu'à l'arrivée de M. Sarkozy au pouvoir, c'était le ministre délégué au budget. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune photo des ministres délégués au budget, il n'y a que les ministres à part entière. Et comme ce ministère a été scindé en deux, M. De Woerth a été le premier ministre du budget et des comptes publics. Donc, quand il a quitté, sa photo était mise, Mme Lagarde. Et donc, quand M. Barouin quittera ses fonctionnaires à M. Barouin, et il y aura Mme Pécresse, puisqu'elle est ministre à part entière. Enfin, une deuxième femme. Ici, au sol, vous avez l'emblème du président Mitterrand, puisque c'est lui qui a voulu la construction de Bercy. Donc, avec un tronc commun, vous avez une branche de chêne pour la sagesse et une branche d'olivier pour la paix. C'était l'emblème du président Mitterrand. Cet emblème, vous devez le trouver à la pyramide paix, à l'Opéra Bastille, enfin bref, à la bibliothèque, tout ce qui a fait construire. Voilà. Et Madame Mitterrand a un pendentif moins gros ça, parce que c'est un peu lourd à porter, mais plus petit, et elle a exactement repris l'emblème de son mari. Et là, la statue qui est ici, il s'agit du baron de Molien. Je suis sûre que vous ne connaissez pas le baron de Molien. Non. Là, je suis sûre que vous le connaissez sans connaître. Le baron de Molien, c'était le conseiller financier de Napoléon Ier, notamment pendant la période dite des 100 jours. Et le baron de Molien, eh bien, quand vous êtes devant la pyramide de paix, vous avez l'aile Richelieu qui longe la rue de Rivoli, et de l'autre côté, vous avez l'aile Molien. C'est écrit en haut. Eh bien, il s'agit de ce monsieur. Vous voyez que vous connaissez sans connaître. On fait l'histoire, on fait les photos. Et alors, la surprise qu'on vous a réservée, c'est qu'on vous emmène sur la piste de l'hélicoptère. Oh, ça c'est beau ça. Vous allez avoir une vue sur Paris. Oh. Là, vous avez le jour, parce que c'est un temps magnifique. Voilà. Oh, ça c'est... Oh. Où était le ministère de l'Industrie avant qu'il vienne ici? C'est très, très, très difficile. Et là, vous avez une belle journée, mais sinon, il y a un vent pas possible dû aux turbulences de la Seine qui est à côté. Et donc, c'est très difficile aussi. D'ailleurs, M. Bérégovoy a été le premier à utiliser l'hélicoptère quand il est... Et quand il est descendu... M. Bérégovoy. Et quand il est descendu de l'hélicoptère, il a déjà... Vue sur Paris. Vous allez m'excuser, mais moi j'ai le vertige de construction de projet de pêche. Voilà. Nous arrivons sur la plateforme de l'hélicoptère du ministère de Finances, Bercy. C'est exceptionnel. C'est exceptionnellement qu'on nous a fait visiter cette plateforme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent visiter. Il faut avoir une autorisation. C'est vraiment, c'est spécial pour nous. Vraiment, c'est une grâce formidable. Voilà. Voilà la plateforme d'hélicoptère. Et là, on a une vue magnifique de Paris. On voit les trains qui quittent la gare de Lyon. On voit la salle mythique Paris-Bercy plutôt, je voulais dire. On voit en face de nous la bibliothèque François Mitterrand. Oh, c'est formidable. On voit la Seine, on voit le quai Râpé. Beaucoup plus loin là-bas, c'est la tour Montparnasse. C'est exceptionnellement qu'on nous fait visiter cette plateforme de l'hélicoptère du ministère des Finances à Paris-Bercy.
C'est pas accessible à tout le monde. C'est formidable. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. C'est magnifique. Alors ici vous êtes dans ce qui s'appelle Douve 1. Nous avons un bureau de poste qui fonctionne du lundi au jeudi, donc ça aurait été demain, je vous aurais dit ne leur restez pas là, je ne vais pas partir avant la nuit. Nous avons donc un bureau de poste qui est réservé pour les agents du ministère. On peut y faire toutes les opérations postales qu'on fait dans un bureau de poste normal. La seule chose que nous n'ayons pas le droit de faire, c'est de domicilier notre courrier ici. Ça c'est interdit. Sinon on peut faire toutes les opérations postales. Vous allez passer devant un distributeur d'argent, et là on est en toute sécurité, parce que j'ai jamais vu un fonctionnaire attaquer un autre fonctionnaire, hein, donc on est en toute sécurité. Et donc nous allons aller à la gare centrale du courrier administratif. Il y a une différence, là ce sont des gens de la poste qui travaillent là, à la gare centrale, ce sont des agents du ministère. Voilà, parvenez. Bonjour. C'est les wagonnets. Voilà. Alors ici, vous êtes donc dans la gare centrale du courrier administratif. Je vous ai dit, les gens qui travaillent ici, ce sont des agents du ministère, ce sont des collègues qui vont chercher le courrier qui arrive par la rue technique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc à 6 h du matin, ils prennent les colis postaux et ils vont dispatcher le courrier. Ici, c'est la gare centrale. Vous avez 500 wagonnettes qui sont là suspendus, je vais là à l'endroit. Et donc ces wagonnettes circulent sur 9 km de rails. Il y a dans Bercy 120 petites gares. La gare de Florence et la mienne, c'est la 536. Donc quand on envoie du courrier pour la communication du ministère, on met Télédoc, c'est le nom du système, et on met le curseur sur 536, c'est-à-dire qu'on met les centaines sur 500, les dizaines sur 30 et les unités sur 6. C'est électromagnétique, vous avez des capteurs, là ce sont des changements d'aiguillage, donc qui captent le système que nous avons donc programmé, et ça s'en va donc dans tout le ministère. C'est valable pour le courrier qui arrive, c'est valable pour le courrier qui part, puisqu'on va dans sa gare, dans sa petite gare, et on met 001, c'est la gare centrale ici, le courrier arrive ici, on a une licence d'affranchissement, le ministère a une licence d'affranchissement, et le courrier va s'en aller à l'extérieur. Ça c'est valable pour le courrier donc, qui vient et qui part de Bercy. Mais c'est surtout valable pour les services entre eux, parce qu'on peut s'envoyer des dossiers et des enveloppes. Parce que ça n'a l'air de rien, je vous ai dit 42 km 800 de couloir, on compte quand même un petit peu nos pas. Hein. Les premiers jours on fait du zèle, mais après on fatigue. Alors vous voyez qu'ici vous avez un tableau synthétique des bâtiments que je vous ai montrés à la maquette. Turgot, Sully, Necker, Colbert, hein, tout à l'heure on était sur la piste d'hélicoptère qui est là, et Vauban.
Florence et moi, notre gare, elle est là. Tout ce qui est en bleu foncé, ce sont toutes les petites gares de Bercy. Donc la nôtre, elle est là, ici. Donc quand on a du courrier, admettons, à faire partir à l'extérieur, ou simplement, mettons, un pli à envoyer ici, si on y allait à pied, 25 minutes pour y aller, 25 minutes pour revenir. Donc on compte nos pas quand même. Donc on va aller dans notre petite gare et on va envoyer le pli. Et donc il va aller dans la gare là, il va descendre, il va passer ce chemin-là, il va arriver ici où nous sommes actuellement, puisque c'est la gare centrale, il va passer sous le bâtiment Colbert où nous étions tout à l'heure, sous la rue de Bercy, et il va s'en aller. Et lui, il va mettre un quart d'heure. Donc il n'y a pas photo. Il ne va pas être fatigué, il ne va pas perdre du temps. C'est vraiment extra. Donc c'est vraiment un système qui est génial. C'est un système franco-germanique qui a été mis en place pour Bercy, la société Télédoc. C'est la même société qui, dans les magasins Carrefour, pas Auchan, c'est un autre système, envoie l'argent dans les tubes, Oui, vous savez, des caissières. les tubes. Voilà, hein, des caissières. C'est exactement la même société. Depuis, on a été copié, imité, etc. Et vous en avez un peu partout. Dans les tours de la Défense, vous en avez. À la Grande Bibliothèque, vous en avez. Au tribunal de Bobigny, dans les hôpitaux. C'est pas pour le courrier, mais c'est pour les médicaments. Donc ça a été vraiment, maintenant, j'allais dire, c'est commun. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on a construit Bercy, ça a été construit pour Bercy, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de couloirs. On n'allait pas passer notre temps dans les Ça, dans les c'était couloirs. après la construction. En même temps. En même temps, ça a été construit en même temps. Et on voit ça dans les bâtiments. Alors ça passe dans les faux plafonds et vous ne les voyez pas. Il n'y a que dans le parking du bâtiment Vauban que là on les voit. Hein, dans le parking on les voit. Sinon ça passe dans les faux plafonds, vous ne les voyez pas. Et on les entend même pas. Non. Et s'il est en panne, ça ne tombe jamais en panne. En plus, et ça ne fait jamais grève. Ah, ça grève pas? Non, nous avons 6 énormes groupes électrogènes qui pallient justement. Et l'hiver, nous vivons sur nos groupes électrogènes pour redistribuer l'électricité dans le quartier. Vous n'avez pas de tsunami. Si je vous écris, oui, ça. Si je vous écris, oui, ça arrive. Vous l'avez sur votre bureau en combien de... Si vous m'écrivez, Je poste aujourd'hui, ça arrive logiquement demain, et vous le recevez demain. Demain, je l'ai. Demain matin, je l'ai. 3 jours d'habitude. Ah oui, non, nous, c'est très rapide. Justement, ce système est très rapide. Et pourquoi ça ne fonctionne pas le vendredi l'agence là? Ah, ça, c'est la diminution de personnel. Avant, c'était juste... Oui, donc ils ont restreint. Mais là, c'est pas le ministère des Finances. Hein, voilà. Mais avant, on avait la poste de 9h du matin jusqu'à 17h. Hein, c'était ça, tous les jours. Du lundi au vendredi. Et puis là, ils ont restreint, c'est de 10h à 16h, je crois, du lundi au jeudi. Ça tous les jours, fermé en été. Oui. Et les personnels qui travaillent ici, ils sont syndiqués aussi? Ils peuvent se mettre en grève ou pas? Ah ben le personnel est libre de se syndiquer, on a plusieurs syndicats ici. Ah, Au total, mais le système proprement dit ne fait pas des grèves. Donc ça marche tout le temps. Si les syndicats... L'ensemble du dans les chariots, attendez, l'ensemble du personnel ne va pas faire grève en même temps, au même moment. Facilement. Voilà, alors je vais vous en faire partir quelques-uns pour que vous voyez comment ça fonctionne. Il y a des boîtes noires. Alors oui, parce qu'à la base, il y avait 450 wagonnets, et comme on avait l'industrie qui nous disait il fallait plus de dégueux, on a rajouté 50 wagonnets, ils sont noirs. Donc, il y a combien de statuts aujourd'hui? Pardon. Oh, marrant, ça. On se croirait à la fin du trône. Ils peuvent avoir la tête en bas, la tête en haut. Alors, quand ils passent sur les rails qui sont au plafond, ils ont la tête en bas, mais sinon, là, ils ont la tête en haut. Je vous en ai fait partir 3 pour que vous allez voir. Alors là, ce sont les changements d'aiguillage. Ce qui est amusant, c'est quand on les voit descendre, parce qu'ils sont à la même vitesse. Et quand vous avez des rails qui se croisent, il y en a un qui laisse un petit peu les courriers. Il n'est pas fermé, moi. Alors, quand le courrier arrive, par exemple, dans notre cas, et après, c'est à la antenne.